Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous nous arrêtons devant une question qui a hanté les chancelleries européennes pendant des siècles. Une question que des rois, des papes et des empereurs se posaient en tremblant derrière leurs murailles. Et si l'Empire ottoman avait réellement dominé l'Europe? Pas seulement conquis une ville, pas seulement repoussé une frontière, mais véritablement étendu son autorité sur le continent tout entier, de Constantinople jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Imaginez un instant ce monde, imaginez ces minarets s'élevant là où s'élèvent aujourd'hui des cathédrales. Imaginez une Europe dont l'histoire, la langue, la philosophie et les lois seraient nées sous un autre soleil. Si cette idée vous fascine autant qu'elle me fascine, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous aimez explorer ces carrefours vertigineux de l'histoire, un abonnement à la chaîne vous garantit de ne manquer aucun de ces voyages dans les possibles. Alors plongeons ensemble dans ce que l'histoire aurait pu être. Pour comprendre ce basculement hypothétique, il faut d'abord saisir à quel point l'Empire ottoman fut, pendant plusieurs siècles, une puissance d'une ampleur que l'Europe peinait même à concevoir. Fondé à la fin du XIIIe siècle dans les steppes d'Anatolie par Osman Ier, l'Empire grandit avec une régularité presque inexorable. En 1453, le sultan Mehmed II accomplit ce que les guerriers musulmans tentaient depuis 800 ans. Il prend Constantinople, met fin à l'Empire byzantin millénaire et fait de cette ville splendide la nouvelle capitale d'un monde en expansion. C'est un séisme civilisationnel. L'Europe chrétienne frémit. Les cloches sonnent le deuil dans les églises de Rome, de Paris, de Venise. Mais Mehmed ne s'arrête pas là. Il rêve d'être un nouvel Alexandre, un héritier des Romains. Il lance ses armées vers la péninsule balkanique, absorbe la Serbie, la Bosnie, la Valachie. Son successeur, Soliman le Magnifique, pousse encore plus loin. En 1521, il prend Belgrade. En 1526, il écrase les Hongrois à la bataille de Mohacs dans une déroute si totale que le roi Louis II de Hongrie meurt en fuyant, noyé dans un ruisseau. 3 ans plus tard, en 1529, les armées ottomanes sont aux portes de Vienne. La ville tremble, l'Europe retient son souffle, et puis rien. Le siège échoue, Soliman se retire. En 1683, les Ottomans tentent une dernière fois de prendre Vienne, lors de ce que l'histoire retiendra comme le Grand Siège. Et cette fois encore, la coalition chrétienne tient. Jan Sobieski, roi de Pologne, charge avec sa cavalerie ailée et brise l'assaut ottoman. Ce moment marque un tournant. L'Empire commence lentement, très lentement, à reculer. L'histoire, donc, a choisi son camp. Mais qu'aurait-il suffi de changer pour que ce camp soit l'autre? Le moment charnière, celui où tout bascule dans notre scénario alternatif, se situe précisément en septembre 1529. Dans la réalité, le siège de Vienne échoue pour des raisons à la fois logistiques et climatiques. Les pluies d'automne transforment les routes en bourbiers, ralentissant l'artillerie lourde ottomane qui n'arrive jamais à destination. Les janissaires, épuisés par une campagne de plusieurs mois, manquent de poudre et d'élan. Soliman, contraint par l'hiver approchant, ordonne le repli. Mais imaginez maintenant une seule modification dans cette équation. Imaginez que la campagne commence 6 semaines plus tôt, que l'été chaud et sec de cette année-là se prolonge suffisamment pour permettre à l'artillerie d'arriver à temps, que les pluies d'automne, capricieuses et imprévisibles, se fassent attendre. C'est tout. 6 semaines. Une météo différente. Et les canons ottomans se mettent en batterie devant les murs de Vienne. Les défenses de la ville sont insuffisantes. La garnison est maigre. Les renforts promis par Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, n'arrivent pas à temps. Dans ce scénario alternatif, Vienne tombe en octobre 1529. Et avec elle, c'est une porte qui s'ouvre. Une porte que personne en Europe n'a les moyens de refermer. La chute de Vienne en 1529 n'est pas seulement la prise d'une ville. C'est un signal envoyé à l'ensemble du continent. L'Europe chrétienne n'est pas invincible. Psychologiquement, l'effet est dévastateur. Dans les semaines qui suivent, la panique se répand comme une traînée de poudre. Les princes allemands, déjà affaiblis par les divisions religieuses que Luther vient d'allumer, se retrouvent dans une situation impossible, se battre entre eux au nom de la réforme
ou faire face ensemble à une menace existentielle venue de l'Est. Dans ce monde alternatif, la fragmentation protestante-catholique, qui dans notre réalité consumera l'Europe pendant plus d'un siècle, est brutalement mise en suspens ou du moins profondément altérée. Face à Soliman, les querelles théologiques semblent soudainement secondaires. Charles Quint tente de forger une coalition d'urgence, mais les intérêts divergent trop. La France de François Ier, rival acharné des Habsbourg, hésite. Et cette hésitation, que certains historiens ont déjà notée dans la réalité, tant la France entretint des liens ambigus avec la porte ottomane, dans notre scénario se transforme en une forme de neutralité calculée. François Ier choisit de laisser ses ennemis habsbourgeois s'épuiser face aux Ottomans, espérant récupérer les miettes. C'est une erreur stratégique monumentale. Soliman, encouragé par la chute de Vienne et par la paralysie des souverains européens, continue son avance. La Bavière est menacée. Les princes protestants du Nord, coupés de tout soutien, entament des négociations. Et dans ces négociations, car Soliman est un homme d'État autant qu'un conquérant, quelque chose d'inattendu émerge. Il faut ici comprendre quelque chose d'essentiel sur l'Empire ottoman, quelque chose que l'imaginaire européen a longtemps refusé d'admettre. Ce n'était pas simplement une machine de guerre. C'était un système politique d'une sophistication remarquable, fondé sur le concept du millet. Un système qui permettait aux différentes communautés religieuses, chrétiens, juifs, orthodoxes, catholiques, de conserver leurs lois, leurs rituels et une large autonomie en échange d'un tribut et d'une loyauté politique envers le sultan. Dans les Balkans, que les Ottomans contrôlaient déjà dans la réalité, ce système fonctionnait. Des communautés grecques, serbes, bulgares maintenaient leur identité sous domination ottomane pendant des siècles. Ce n'était pas l'égalité, loin de là, mais c'était une forme de pluralisme que l'Europe chrétienne de l'époque, avec ses guerres de religion et ses inquisitions, était bien loin de pratiquer. Alors, dans notre scénario alternatif, que se passe-t-il lorsque ce système s'étend vers l'Ouest? Dans un premier temps, la résistance est farouche. Des guérillas s'organisent dans les forêts bavaroises et autrichiennes. Des chevaliers de l'ordre teutonique mènent des raids désespérés. L'Église catholique prêche une nouvelle croisade, mais les ressources manquent et l'unité chrétienne reste un vœu pieux. Cependant, au fil des années, disons une décennie après la chute de Vienne, une réalité nouvelle s'installe. Les marchands des villes rhénanes, pragmatiques, découvrent que commercer sous protection ottomane peut être lucratif. Les capitulations, ces accords commerciaux que les sultans accordaient aux nations étrangères, s'étendent à de nouvelles cités. Les ports de la Méditerranée occidentale s'ouvrent à des flux commerciaux redéfinis. Et peu à peu, la résistance armée se transforme en résistance culturelle, plus profonde, plus durable, mais différente. Voici l'une des questions les plus fascinantes que ce scénario soulève. Que devient la réforme protestante dans un monde où l'Empire ottoman domine l'Europe centrale? Dans notre réalité, les guerres de religion qui ravagèrent l'Europe de 1524 à 1648 furent en partie possibles parce que les souverains catholiques étaient trop occupés ou trop affaiblis pour écraser immédiatement le protestantisme naissant. La menace ottomane, paradoxalement, avait déjà contribué à préserver Luther, car Charles Quint avait besoin des princes protestants allemands pour financer sa défense. Dans notre scénario alternatif, ce paradoxe s'approfondit jusqu'à l'absurde. Les princes protestants, sous pression ottomane, trouvent dans leurs différends avec Rome une raison supplémentaire de négocier avec Soliman. Le sultan, grand stratège, joue habilement de ces divisions. Il encourage discrètement les dissidences religieuses au sein de l'Europe chrétienne, non par conviction théologique, mais par calcul politique. Une Europe divisée est une Europe plus facile à contrôler. Il n'est pas impossible d'imaginer que certains courants protestants radicaux, les anabaptistes, certains humanistes, voient dans la tolérance ottomane du système millet un modèle plus viable que la brutalité des guerres confessionnelles européennes. Des intellectuels, des théologiens marginaux pourraient trouver refuge dans des territoires sous administration ottomane, où leur pensée hétérodoxe serait tolérée, non par idéalisme, mais par indifférence politique du pouvoir ottoman. L'une des conséquences les plus profondes et les plus mélancoliques de cette domination ottomane sur l'Europe touche à ce moment extraordinaire que nous appelons la Renaissance. Dans notre réalité, la Renaissance fut en partie alimentée par un paradoxe.
La chute de Constantinople en 1453 provoqua une fuite massive d'intellectuels byzantins vers l'Italie, apportant avec eux des manuscrits grecs, des savoirs oubliés, une philosophie que l'Occident redécouvrait avec éblouissement. La catastrophe byzantine fut en quelque sorte la semence de la Renaissance européenne. Dans notre scénario, ce mécanisme fonctionne toujours, mais différemment. L'Italie, protégée par sa géographie et par ses cités marchandes capables de négocier avec n'importe quel pouvoir, reste un foyer intellectuel. Mais la pression ottomane sur l'Europe du Nord et du Centre crée un étrange mouvement de flux et de reflux culturels. D'un côté, des savants, des artistes, des philosophes fuirent vers la péninsule ibérique, vers les royaumes du Nord, la Scandinavie, l'Angleterre, qui reste hors de portée ottomane, et vers un nouveau monde que Christophe Colomb, lui, a bien exploré en 1492, dans notre scénario comme dans le nôtre. Car la date de 1492 précède notre point de rupture, et l'exploration du continent américain se déroule sensiblement de la même manière, du moins dans ses débuts. Mais de l'autre côté, quelque chose d'inattendu et de profondément humain se produit. Un dialogue, une contamination intellectuelle au sens le plus noble du terme. Les savants ottomans, héritiers d'une tradition philosophique et scientifique extraordinaire qui avait préservé Aristote, Galien, Ptolémée quand l'Europe médiévale les avait oubliés, entrent en contact direct et quotidien avec les humanistes européens. Dans notre réalité, ce contact exista, mais à distance, filtré par des barrières politiques et religieuses. Dans ce monde alternatif, la proximité crée quelque chose de nouveau. Des académies mixtes émergent dans des villes comme Vienne ottomanisée ou dans une Prague sous protectorat. Des philosophes européens lisent Avicenne non plus comme une curiosité exotique, mais comme un contemporain. La médecine, l'astronomie, les mathématiques évoluent dans un creuset différent. Est-ce que cela aurait accéléré le progrès scientifique? Pas nécessairement, et c'est là toute la complexité de cette hypothèse. Car la dynamique compétitive entre États souverains qui, dans notre réalité, alimenta une grande partie de l'innovation scientifique et technique, les rivalités navales, les courses aux armements, les compétitions commerciales, cette dynamique serait profondément altérée sous une hégémonie ottomane stable. Aucun empire, aussi puissant soit-il, ne peut tout contrôler. Et dans notre scénario alternatif, les marges du monde ottoman européen deviennent des espaces d'une importance capitale. L'Angleterre, séparée du continent par la Manche, reste hors d'atteinte. La flotte ottomane, redoutable en Méditerranée, n'a pas vocation à dominer l'Atlantique Nord. C'est ici que quelque chose de remarquable se produit. Privée de ses connexions naturelles avec le continent européen, l'Angleterre se tourne encore plus résolument vers la mer. L'exploration atlantique, la colonisation des Amériques, le développement d'une puissance maritime sans précédent, tout cela s'accélère. Dans ce monde, l'Angleterre n'est plus une puissance périphérique un peu excentrique. Elle devient la tête de pont d'une civilisation européenne en exil, le refuge de ceux qui ont fui la domination ottomane, le laboratoire d'idées politiques nouvelles nées de la nécessité. L'Espagne, elle aussi protégée par ses frontières et enrichie par l'or américain, développe une dynamique propre, mais sous une pression permanente d'un empire ottoman qui contrôle désormais la Méditerranée de part en part. La Scandinavie, les royaumes du Nord, connaissent un afflux de réfugiés, d'intellectuels, de marchands, qui transforment profondément leur structure sociale et économique. Stockholm, Copenhague, Uppsala deviennent des centres culturels d'une importance qu'elles n'eurent jamais dans notre réalité. Et quelque part dans ces marges, dans ces espaces où l'Empire ne peut pas tout contrôler, les graines d'une résistance durable, non plus militaire, mais culturelle et intellectuelle, commencent à germer. Projetons-nous maintenant. Projetons-nous dans ce que serait aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, un monde où l'Empire ottoman avait dominé l'Europe. D'abord, l'Empire ottoman lui-même n'aurait probablement pas survécu intact jusqu'à nos jours. Aucun empire n'y parvient. Mais sa dissolution, son érosion progressive, aurait suivi une trajectoire radicalement différente. Dans notre réalité, l'Empire s'est effondré après la Première Guerre mondiale, laissant dans son sillage des frontières tracées à la hâte, des nations artificielles, des conflits qui ensanglantent encore notre époque. Dans ce monde alternatif, le démantèlement de l'Empire aurait été le résultat d'un processus différent, peut-être plus progressif,
peut-être plus violent par endroits, peut-être plus organique. Ce qui est frappant à imaginer, c'est la carte linguistique et religieuse de l'Europe dans ce scénario. Le turc ottoman aurait-il supplanté l'allemand comme langue de l'Europe centrale? Probablement pas complètement. Les empires n'effacent jamais les langues aussi facilement qu'ils le souhaiteraient. Mais une Europe centrale bilingue, voire multilingue, portant à la fois les traces de ses racines latines et germaniques et les apports de 3 siècles de domination ottomane, serait une Europe culturellement méconnaissable pour nous. La religion, elle aussi, aurait un visage différent. Un islam européen, non importé au XXe siècle mais enraciné depuis le XVIe, aurait développé des caractéristiques propres, influencées par son contact avec les traditions chrétiennes et humanistes locales. Et le christianisme européen, lui, forgé dans la résistance et dans l'exil, aurait peut-être développé des formes plus intenses, plus mystiques, plus intérieures, comme toutes les religions qui survivent sous pression. Qu'en serait-il de la démocratie libérale, de la Révolution française, des Lumières? Ce sont peut-être les questions les plus difficiles à trancher, car les Lumières européennes du XVIIIe siècle furent en partie le fruit de conditions très particulières. La compétition entre États souverains, la liberté relative de la presse dans certains pays, la montée d'une bourgeoisie marchande indépendante. Certaines de ces conditions auraient pu se développer à la marge du monde ottoman, en Angleterre, en Scandinavie, dans les colonies américaines. Mais elles auraient eu une forme différente, née de questions différentes, répondant à des urgences différentes. Ce monde serait-il plus juste, moins violent, plus avancé scientifiquement? La réponse honnête est que nous ne pouvons pas le savoir. L'histoire n'est pas une équation dont on peut inverser les variables et recalculer le résultat. Elle est un organisme vivant, imprévisible, façonné par des millions de choix individuels, de hasards climatiques, d'inventions fortuites et de passions humaines que nul ne peut anticiper. Ce qui est certain, c'est que ce monde serait profondément autre. Pas nécessairement pire, pas nécessairement meilleur, simplement autre, avec ses propres injustices, ses propres éclats de génie, ses propres guerres et ses propres réconciliations. Et dans cette autreté vertigineuse réside peut-être la leçon la plus précieuse de cet exercice. La réalité dans laquelle nous vivons n'était pas inévitable. Elle est le résultat d'une accumulation de contingences, de décisions prises dans l'urgence et dans l'incertitude, de batailles gagnées ou perdues, à quelques chevaux de cavalerie près. Le monde que nous habitons est extraordinaire, non pas parce qu'il est le seul possible, mais précisément parce qu'il est l'un des innombrables mondes qui auraient pu être. Alors voici la question que je vous laisse ce soir. Si vous aviez pu changer une seule chose dans cette histoire, une seule décision, une seule météo, une seule bataille, laquelle aurait-ce été? Et surtout, pour quel monde auriez-vous choisi de basculer? Je serais sincèrement curieux de lire vos réflexions dans les commentaires. Ces discussions sont, à mes yeux, ce qu'il y a de plus précieux dans cette aventure que nous partageons ensemble sur cette chaîne, parce que chaque commentaire est une nouvelle branche de l'arbre des possibles. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces carrefours de l'histoire, à vous demander ce qui aurait pu être, ces chemins que l'humanité n'a jamais empruntés, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très bientôt dans la prochaine Chronique du possible.